parler de la Catalogne, on va parler de l'exemple breton. J'en parle un peu en connaissance de cause, puisque il se trouve que étant moi-même, je le disais tout à l'heure, en partie breton, on ne va pas me soupçonner d'être raciste. Si je vous présente ce drapeau, c'est que je sais que vous le connaissez, mais que pensez-vous de celui-ci? Le connaissez-vous? Oui, c'est le drapeau breton. C'est le Gwen Hadou. Mais vous n'avez pas remarqué qu'il y a une forte ressemblance entre les deux? Alors je vais peut-être vous ôter vos illusions, mais je vous signale qu'à la fin du XVe siècle, la duchesse Anne de Bretagne, lorsqu'elle s'est mariée avec Charles VIII, Charles VIII, vous savez, c'était son jeune mari, il aimait trop le tennis, on appelait ça le jeu de paume à l'époque, et donc il a tout paumé, si j'ose dire, puisque au château d'Amboise, un jour, un après-midi, il s'est précipité pour aller voir un tournoi de jeu de paume, et puis il s'est fracassé la tête contre un linteau. Il a fait certainement ce que les médecins d'aujourd'hui appelleraient un hématome extradural, et il est mort à peu près 12 heures après dans d'atroces souffrances. Le contrat de mariage entre Anne de Bretagne et le roi de France de l'époque, Charles VIII, avait été bien conçu, puisque si d'aventure le roi mourait sans descendance, ce qui était encore le cas, ils étaient jeunes, c'était de jeunes époux l'un et l'autre, ils n'avaient pas encore eu d'enfants, Anne de Bretagne a dû se remarier avec l'oncle, qui était Louis, le duc d'Orléans, qui vivait d'ailleurs à Blois, et qu'on est allé chercher en pleine nuit en disant « vous êtes le roi ». Donc du coup, il est devenu le roi de France, Louis XII, qu'on a appelé le père du peuple. Il avait comme symbole un hérisson, et comme devise « qui s'y frotte, s'y pique ». Alors, tout ça pour vous dire que les armoiries de la pauvre duchesse Anne de Bretagne, c'était l'hermine, une fourrure, c'est-à-dire le quart en haut. C'était ça les armoiries de la Bretagne, mais c'était pas tout le reste. Tout le reste, c'est le drapeau américain. Alors, le drapeau breton a été inventé en 1923 par Morvan Marshall, qui a publiquement reconnu que c'était une copie du drapeau américain. Ce drapeau n'a rien de breton. La véritable origine du Gwen Hadou, c'est Morvan Marshall. Alors la question, mais c'est qui Morvan Marshall? C'est qui? Alors Morvan Marshall vivait, il avait naître à la fin du XIXe siècle. Morvan Marshall avait fait partie d'un mouvement qui s'appelait Breis Satao. Breis Satao, ça veut dire Bretagne libre, en breton. Et notamment, dans cet organe du pays, parti autonomiste breton, il écrivait, l'inventeur du drapeau actuel de la Bretagne. Breis Satao, organe du parti autonomiste breton. C'est le magazine du 2 septembre 1928 que vous avez sous les yeux. Et si vous faisiez un petit agrandissement, oh, comme c'est joli, une svastika, une croix gammée. Eh oui, puisqu'il faut savoir que les mouvements indépendantistes en France, que ce soit les Bretons, a fortiori les Alsaciens, ont très souvent toujours eu des contacts étroits avec des puissances étrangères qui étaient là pour évidemment semer la zizanie et éventuellement détruire la République française, le Royaume de France avant. Morvan Marshall était en fait un pur collabo. Je rappelle qu'en 1928, le premier coup d'État d'Hitler, c'est 1923. 1928, le parti nazi est en pleine croissance. Ça n'est pas pour rien que Breis Satao prend les svastikas comme emblème, même si on veut dire, certains me disent oui, mais c'est le triskel. Mais justement, certains disent que le fameux triskel celte, c'est en fait, justement, ne date pas de très longtemps, mais en fait remonte justement à la svastika, qui est un. Je sais, c'est un symbole hindouiste qu'on trouve aussi dans les monuments bouddhistes, mais le problème n'est pas là. Morvan Marshall, dans un journal qui s'appelle La Bretagne fédérale de novembre 1931, explique « La vérité, c'est que nos maîtres français de l'heure, nos maîtres français, c'est la France, nous arrachent morceau par morceau le sentiment de ce que nous sommes afin de nous remplir d'un ardent amour pour une prétendue patrie, patrie marâtre déjà adoptée par ceux qui ignorent leur mère patrie. Le sang qu'on nous a fait verser ne témoigne rien, si ce n'est qu'on nous a déjà fait faire fausse route, que nous avons peut-être renié une nationalité effective pour adopter une nationalité fictive à laquelle notre sang, notre race sont complètement étrangères. Le sang et la race celtique. Ah, nous y voici, comme le disait M. Frances de Beauvais, dans les mémoires du chef breton,
écrit en 1944. Ce n'est pas parce que nous croyons que l'Allemagne sortira victorieuse du gigantesque conflit en cours, il écrit en 1944. Les indépendantistes bretons pensent que l'Allemagne nazie sortira victorieuse du gigantesque conflit en cours, que depuis le premier jour de la guerre, nous sommes à ses côtés. Et oui, les indépendantistes, les autonomistes bretons étaient du côté de l'Allemagne nazie. Notre choix ne le relève pas de l'opportunisme, mais d'une conception du monde commune sur des points essentiels. La situation est déjà toute clarifiée en revenant à la politique de Brey-Zatao, là où écrivait Morvan-Marshall, qui était toute de clarté. Cette politique consistait, au point de vue extérieur, à rechercher l'appui allemand. Nous y avons travaillé avec d'autres pendant près de 20 ans. Et oui, l'Allemagne nazie ne cessait que de subventionner les mouvements indépendantistes en France, c'est pas interdit. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, tout ceci nous dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, Morvan-Marshall anime la revue néo-druidique Néméton. Pensez comme en 1943-44, ce qui était important, c'était de s'occuper des druides. C'était évidemment des études ésotériques, des croix celtiques, enfin vous voyez tout le genre, tout l'appareil fantasmagorique du druide, de la croix celtique et autres choses de cette nature. Il s'agissait, par-delà les études ésotériques sur le druidisme en tant que tel, de dénoncer l'influence catholique en Bretagne au nom d'une fraternité raciale censée lier la patrie celte à l'Europe nouvelle. L'Europe nouvelle, nordique et antisémite en train de se construire en Allemagne et dans les conquêtes du Troisième Reich. C'est de ça qu'il s'agissait. Le drapeau breton, le noir, était inspiré directement des drapeaux de l'Allemagne pré-hitlérienne et hitlérienne. Morvan-Marshall fut frappé d'indignité nationale à la libération, c'est-à-dire privé de ses droits civiques, de même que tous les militants de Brey-Zatao, et ceci à la demande des gaullistes, des résistants gaullistes et des résistants communistes, qui savaient que c'étaient tous des collabos de l'Allemagne hitlérienne, et le drapeau breton inventé par Morvan-Marshall fut interdit à partir de 1944. Il est désormais sur plein de plaques d'immatriculation par la volonté de Sarkozy Ier. Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il fait en sorte que désormais nous ayons des plaques d'immatriculation avec des drapeaux régionaux, ce que ne demandaient absolument pas les Français, et notamment ce drapeau interdit à la libération pour collaboration avec l'ennemi, c'est-à-dire avec l'Allemagne. Maintenant, ce drapeau, on le voit flotter justement en Bretagne, à côté du drapeau européen, il n'y a plus le drapeau français. L'Union démocratique bretonne s'est présentée aux élections législatives de 2012 avec le soutien de EELV, c'est-à-dire des Verts français, M. Cohn-Bendit, M. José Bové, Mme Cécile Duflot, qui fait partie du gouvernement. Ces gens soutiennent un mouvement qui utilise un drapeau qui fut interdit à la libération, qui est le drapeau de la collusion avec l'Allemagne hitlérienne, et ils refusent d'arborer le drapeau de la République. Sur le magazine très récent, le magazine Côte d'Armor, c'était il y a quelques jours, c'est un de nos militants qui me l'a fait passer, nous voyons fabriquer par le Conseil général des Côtes d'Armor, avec l'argent des contribuables français, encore un document entièrement à la gloire de l'Europe, Citoyens sans frontières. Vous voyez qu'il y a le drapeau des Côtes d'Armor, ce qu'on appelait les Côtes du Nord récemment, et le drapeau européen. Le drapeau français n'existe plus. C'est bel et bien toujours le même niveau dont je vous parlais, la destruction des nations. Il y a 3 jours, 4 jours, la Bretagne vient d'avoir son extension Internet avec le point BZH. Qui décide de ceci ? Je signale qu'il n'y a pas de point Calif pour California, ni de point Tex pour Texas, ni de point NY pour New York. La Californie est un pays dont la population est comparable à la France. Mais les États-Unis d'Amérique ne veulent pas qu'il y ait des points avec les États des États-Unis d'Amérique. En revanche, en France, on est en train... Alors, point BZH, bientôt point Corsica. Qui est derrière tout ceci? Les régions françaises font de plus en plus leur promotion en ne mentionnant même plus la France. C'est le ressassement biaisé du passé pour ne jamais voir le présent. Pour les Catalans,
tout le mal vient du traité des Pyrénées de 1659, avec Mazarin. Vous avez maintenant, on focalise l'attention de petits milieux, mais il y a des gens, des jeunes ou des moins jeunes, qui nous parfois m'écrivent, mais vous vous rendez compte? La France a trahi, n'a pas respecté l'article 3 du traité des Pyrénées de 1659. Pour les Bretons, tout le mal vient de l'union du duché de Bretagne et du royaume de France de 1532. J'ai eu un correspondant qui m'a dit c'est un scandale, la façon dont la France n'a pas respecté l'accord qui avait été prévu en 1532. Pour les Alsaciens, c'est le traité de Westphalie de 1648 et le traité de Rijswijk de 1697 qui sont objets de scandales. Pour les Corses, c'est la bataille de Ponte Novo de 1769. Quand je dis pour les Corses, c'est pour les indépendantistes corses qui représentent, selon les... En Corse, il y en a peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais en Bretagne, c'est 1% de la population, 2%. Et il y a des jeunes qui sont là, que l'on entretient dans cet ressassement du passé. Pour les Savoyards, le traité de Turin de 1860, vous savez que lorsque Napoléon III a fait affaire avec Victor Emmanuel II pour aider à l'unification italienne, en échange, Victor Emmanuel II donc a cédé à la France la Savoie et le comté de Nice par ce traité de Turin, et qui fait l'objet de toutes les récriminations de ces gens. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pendant que nous avons des gens qui, dans les provinces françaises, parce qu'ils constatent qu'il y a du chômage, parce qu'ils constatent que les gens s'appauvrissent. En ce moment, en France, tous les jours, il y a 2000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Mais ce n'est pas le traité de Rijswijk de 1697, pardon. Ce n'est pas le traité des Pyrénées de 1659. Ce n'est pas l'union du duché de Bretagne et du royaume de France de 1532 qui explique pourquoi les Français, en ce moment, perdent une usine par jour, 600 emplois par jour, que nous avons 1 à 2 agriculteurs français qui se suicident tous les jours, 450 par an, et que nous avons tous les jours 2000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté selon l'INSEE. Parce que ça, ces phénomènes-là découlent de tout à fait autre chose. Ils découlent des traités européens dont jamais justement on ne parle. Pendant que l'on distrait l'attention des populations en leur racontant les méfaits de la France prétendue du XVIIe ou du XVIIIe siècle, on ne leur parle jamais de ce qui se passe maintenant. On ne leur dit jamais d'aller regarder le traité sur l'Union européenne, le TUE dont l'article 42 nous place entièrement sous la domination de l'OTAN, des forces atlantistes, qui nous emmène au choc des civilisations avec les pays du monde arabo-musulman, sous l'empire duquel nous sommes en train de commettre des crimes de guerre constamment, jour après jour, en Afghanistan, en Libye, en Irak. Ça, nos indépendantistes, ça ne les concerne pas. Ils préfèrent parler de l'union de la Bretagne avec le royaume de France en 1532. On ne leur parle jamais du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que je décrypterai un petit peu davantage demain soir à Bruxelles. Le TFUE, dont l'article 63, par exemple, interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. C'est ce qui explique toutes les délocalisations de France, mais aussi de Belgique d'ailleurs. Et également le rachat par appartement entier par des grandes fortunes venues de l'étranger. Je m'exprime devant des Français qui découvrent soudain l'Amérique, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Il est nécessaire de s'engager fermement en faveur de l'abolition de la consolidation de certains niveaux administratifs intermédiaires, comme les provinces. Marchez